Bon, merci, Merci beaucoup, Monsieur Ada. Au revoir. Avant de présenter, je voulais prendre la parole un petit instant. Donc, merci beaucoup, Sébastien, pour cette présentation. On voit vraiment la passion qui règne au cœur de l'équipe du SMIC avec tous ces projets-là. Sébastien sera disponible avec nous plus tard pour répondre aux questions si vous désirez poursuivre la discussion dans le salon de réseautage. Donc, maintenant, c'est un grand plaisir pour nous de recevoir M. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, ainsi que sa fille, Mme Catherine Sirois, graduée de l'Université McGill d'un bac en génie informatique le printemps dernier. Elle nous rejoint aujourd'hui de la Norvège, qui est présentement aux études en maîtrise de systèmes embarqués. Donc, je vous laisse la parole, M. Luc Sirois et Mme Catherine Sirois. Bonjour, bonjour. Ben, écoutez, on va commencer avant de prendre parole avec un petit vidéo. Je crois qu'au Québec, nous avons un esprit de création qui est très particulier. On a une façon de voir les choses et on a une liberté aussi d'agir qui fait que les gens ont une propension à créer, à aller en dehors des limites. Au Québec, on a une mine d'or bleue, on a un positionnement qui nous permet d'avoir un facteur d'attractivité pour des investissements de projets à travers le monde, non seulement pour son innovation, mais pour son caractère renouvelable. Et ça, on l'oublie, mais c'est unique, hein? Avoir autant d'entrepreneurs au Québec, ça crée des collaborations, des projets qui répondent à des besoins de société. Je pense que les enjeux majeurs vont être les enjeux climatiques, avec toutes les conséquences qui viennent avec. L'intelligence collective sera plus que jamais cruciale pour y répondre. L'innovation sociale est cruciale, l'innovation scientifique et technologique sont cruciales aussi, mais c'est le mariage de ces deux mondes-là qui va nous créer un Québec prospère. On veut avoir un Québec où nos enfants vont pouvoir se dépasser, rayonner, inventer des nouvelles technologies, aussi bien que s'ils étaient à Boston ou dans la Silicon Valley, chez nous, pour le monde entier, à partir d'ici. Alors bonjour, oui, ça me fait plaisir de vous présenter ma fille Catherine, qui était un enfant, mais qui est maintenant une grande chercheure et développeur de systèmes intelligents maintenant en Norvège. Bonjour Catherine. Bonjour. Salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en personne. Oui. Puis on se retrouve aujourd'hui à faire une conférence ensemble sur les systèmes intelligents, sur l'innovation en microélectronique. Écoute, on va avoir la chance de se parler un petit peu tout à l'heure. Merci d'être là avec nous autres. Le CIMEC, pour te le dire, c'est un centre collégial de transfert technologique. On a 59 centres comme ça au Québec. Chacun a une spécialité, mais dans tous les cas, ces centres-là, c'est des experts pour aider les entreprises, les PME, à adopter des nouvelles technologies, à en développer des nouvelles. Fait qu'aujourd'hui, c'est fantastique de pouvoir leur parler aux membres du CIMEC, celui en microélectronique, comme tu sais. Super. Eh bien, papa, dis-moi, qu'est-ce que tu fais comme travail? C'est ça, la fameuse première question. Bien, vous savez, dans le monde de l'innovation, on pense, puis de la recherche, on a focalisé beaucoup au Québec sur la recherche et c'est fantastique. On a un scientifique en chef qui mène la charge et qui aide l'univers de la recherche académique à se développer et à être parmi les meilleurs au monde, et ça, c'est essentiel. Il faut aller plus loin. Il faut que ces travaux de recherche-là se retrouvent en entreprise, se retrouvent en société, aient un impact. Et puis, c'est un peu le travail de l'innovateur en chef pour amener l'innovation, puis stimuler l'innovation dans les entreprises pour qu'ils développent des nouveaux produits, qu'ils adoptent des nouvelles technologies, qu'ils commercialisent puis qu'ils deviennent des grands champions économiques. On a créé au Québec un conseil de l'innovation. Le gouvernement voulait justement avoir des gens qui ont, oui, un aspect de recherche, mais un aspect industriel ou des pieds dans les institutions, dans les milieux preneurs. Donc, sous la présidence de Sophie D'Amour, une leader remarquable, la rectrice de l'Université de Laval. C'est une femme extraordinaire qui est un exemple à suivre, Catherine, hein? Une ingénieure dans le domaine forestier qui a travaillé avec l'industrie, qui a été présidente du conseil du CRIC, le Centre de recherche industrielle du Québec, qui aide les entreprises à se transformer. Et beaucoup d'autres personnes là, qui viennent du milieu de l'industrie. On a travaillé beaucoup, là, tu m'as vu beaucoup à l'œuvre de Catherine dernièrement,
C'était pour, au printemps, faire des tournées régionales pour entendre les entreprises de tout le Québec, les institutions et les organismes de tout le Québec sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour développer une stratégie québécoise de recherche et d'innovation. Et ça, ben, on travaille fort là-dessus avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Ce qui est important dans un écosystème, c'est, oui, on a le milieu académique de la recherche, et oui, on a les entreprises, les grandes et les petites. C'est de les connecter. Il y a d'autres joueurs dans l'équation. On a des centres de recherche appliqués, les CCTT, dont le CIMEC, ça en est un. Puis il y a des centres de recherche publics aussi qui font des travaux poussés. Tu as des regroupements sectoriels, tu as des organismes de liaison, de valorisation comme Axelis, comme Prompt, où je travaillais. Tu te rappelles, j'ai travaillé chez Prompt pendant plusieurs années. Ces organisations-là travaillent à connecter ces joueurs-là puis à les financer en apportant du financement public. Hier soir, j'étais chez Mitax qui amène des étudiants, qui donnent des bourses. Un jour, si tu fais tes études au doctorat au Québec, ben, tu pourrais avoir des bourses de Mitax pour travailler sur des défis d'entreprise. Il y a des accélérateurs, incubateurs qui créent des entreprises et il y a les investisseurs en capital de risque, les investisseurs en expansion, Investissement Québec et tout. Puis, ben, un des travaux que l'on fait au Conseil de l'innovation, c'est d'aider à connecter les entreprises à toutes ces ressources-là. C'est un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Un petit mot sur Axelis, c'est la nouvelle société de valorisation et de transfert. Le ministre M. Fitzgibbon au Québec m'a demandé de travailler à la création de ça. Maintenant, c'est entre bonnes mains, dans les mains d'une grande femme de technologie qui dirige comme présidente, directrice générale, cette société de valorisation et de transfert-là. Puis, je vais vous montrer une petite vidéo sur pourquoi c'est important de tout faire ça, un conseil de l'innovation, puis de favoriser l'innovation au Québec. On le voit, l'économie d'aujourd'hui est en grande partie basée sur le savoir. Demain, ça le sera encore plus. Au Québec, c'est important de s'inscrire parmi les meilleurs, d'être de plus en plus productif, d'être compétitif. Et ça va passer par l'innovation. On ne veut pas innover juste pour innover, on veut développer la société de nos rêves. Une société durable, verte, inclusive, une société qui prend soin de ses aînés, une société qui éduque les jeunes de façon extraordinaire. Innover, c'est une façon de contribuer à créer la richesse pour garder la société québécoise dont on est fier. On a l'invention, on a le produit, puis entre les deux, là, il y a une vallée qu'on doit traverser, qui est la mise à l'échelle, qui est la démonstration que cette idée a vraiment le potentiel d'être utilisée par des millions de personnes. Donc ça, là, ce passage-là, il est difficile. Il faut le supporter, il faut le soutenir. Les sociétés qui sont innovantes ont appris à bien faire cela. On ne peut pas prévoir comment on va découvrir des grands phénomènes ou faire des grandes découvertes. Il faut mélanger les ingrédients de différentes façons, observer et voir la magie arriver. Ce qu'ils arrivent à faire, les gens, quand ils travaillent ensemble, c'est extraordinaire. La collaboration, c'est plus qu'un buzzword, là. C'est la clé de faire des choses qui sont extraordinaires. Les talents de haut niveau veulent jouer dans la grande ligue. Donc, si on va les attirer ici, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont venir dans un cadre de référence, que l'objectif numéro 1, c'est d'être les dominants mondiaux. Si je rêvais du Québec de demain, c'est un Québec économiquement très stable, viable, performant, mais qui laisse personne en arrière. Donc, s'assurer de l'innovation technologique, mais aussi, tout aussi important, d'innovation sociale pour que tous nos concitoyens bénéficient des retombées de l'innovation au Québec et au Canada. Qu'on soit en région, qu'on soit à Montréal, qu'on soit dans la région de Québec,
Il faut oser viser à être les meilleurs dans le monde. Et on l'a fait au niveau de la recherche dans l'intelligence artificielle. Maintenant, il faut l'amener à l'autre étape. Comment est-ce qu'on crée des entreprises innovantes, qu'on encadre nos entrepreneurs mieux pour leur permettre et mieux les outiller pour qu'ils deviennent les prochains Google de ce monde. Tous les décideurs, tous les acteurs de l'innovation sont unanimes. Il manque parfois seulement l'étincelle pour mettre le feu aux poudres et vraiment permettre aux gens de se dépasser, d'aller vraiment plus loin. Tous les gens sont prêts. Il faut maintenant, ensemble, faire le pas vers l'avant. Ben voilà, c'est ce que je fais, Catherine. Super intéressant. Puis, dis-moi, comment ça prend de temps de développer des technologies comme ça? Bien, ça, c'est une bonne question. Puis, moi, je dirais que ça prend trop de temps. Puis là, laissez-moi vous expliquer un petit peu là, comment ça se passe. Moi, je viens du secteur des technologies de la santé, création de produits hardware dans le secteur de la santé. Puis, les études ont montré que de façon médiane, là, le temps médian entre une découverte médicale puis le traitement de patients, là, la commercialisation, c'est 17 ans. Hey, 17 ans. Ça veut dire, entre le temps qu'on a découvert, mettons, un nouveau médicament, là, ben, il y a 17 ans où on ne traite pas les patients avec. Parce qu'il y a toutes sortes de procédures, d'étapes. On l'a vu avec la COVID, là, c'est quand on se dépêche, ben, ça se fait en 1 an. Bon, il y en a qui vont dire que c'est un peu trop vite, là, mais ça se fait en 1 an. Donc, il y a comme 16 ans de trop dans le processus. Puis, bon, là, c'est le secteur médical, mais quand on regarde les secteurs de technologie grand public, ça, c'est un graphique qui montre combien ça prend de temps pour une nouvelle technologie de passer de 0 à 100 millions d'usagers. Fait que depuis le début du siècle, à l'électricité, ça a pris 1, 2, 3, 4, 40 ans. Le téléphone, à peu près ça, une soixantaine d'années. L'air climatisé, 20 ans. Le micro-ondes, à peu près 15 ans. Le cellulaire, à peu près 10 ans. L'Internet, 5 ans. Facebook, 3 ans et demi. Angry Birds, ça a pris 35 jours. Puis Pokémon Go, ça a pris 19 jours pour avoir 100 millions d'usagers. Fait que les choses accélèrent. Puis quand on est des développeurs de technologie, il faut savoir comment accélérer. Puis il y a différents trucs. En génie, vous utilisez GitHub pour le logiciel. Ben, dans le hardware, maintenant, c'est la même chose. On a des modules, des blocs qui peuvent être utilisés aujourd'hui pour développer du matériel. Les gens aussi, le fait de travailler en réseau, le fait de chacun apporte une spécialité. Le CIMEC est un exemple de comment il peut aider les entreprises à développer plus rapidement parce qu'on est connectés. Mais justement, même dans le hardware, on pense que c'est compliqué de développer rapidement des nouveaux prototypes. Mais tu le sais, c'est un jeu d'enfant. C'est des exemples de choses qu'on a qui traînent à la maison chez nous. Aujourd'hui, même les enfants peuvent assembler de la technologie à partir de modules de prototypage, les senseurs. C'est quoi déjà le magasin où tu m'amènes magasiner les senseurs à Montréal? Abra. Abra, ben écoute, c'est le magasin de jouets des ingénieurs électroniques, c'est fou. Alors aujourd'hui, puis dans le domaine de ce qui va accélérer aussi, c'est l'intelligence. La loi de Morse qui dit qu'on augmente sans cesse la capacité de calcul puis de puissance des processeurs, ben, dans l'intelligence artificielle, ça a des répercussions importantes. Puis le mur du son est franchi avec l'info nuagique. L'intelligence n'est plus nécessairement embarquée, elle peut être dans le réseau, dans le nuage, ce qui enlève des pressions sur le client, l'objet intelligent connecté, qui peut être très intelligent, même si cette intelligence-là n'est pas embarquée, mais est dans le réseau. Donc ça aussi, c'est une façon qui va, avec les réseaux 5G, la grande vitesse de connexion, basse latence, puissance de calcul dans le nuage, ça fait que les environnements peuvent continuer de devenir de plus en plus intelligents, malgré les limites de l'électronique. Puis, as-tu des exemples d'environnement intelligent? Bien, je vais vous en donner quelques-uns. Encore une fois, celui de la santé, c'est un qui est particulièrement intéressant.
C'est un monde immensément connecté. On a vu l'explosion des objets connectés dans le domaine de la santé. On arrive à mesurer, bon, évidemment, le nombre de pas, le rythme cardiaque, l'oxygénation du sang, la pression sanguine, le poids, l'indice de masse corporelle. Je ne sais pas c'est quoi la mesure que la sexualité, je ne suis pas trop sûr, je veux le savoir non plus, mais la flexibilité musculaire, la pression sanguine, le mouvement. Toi-même, Catherine, tu as développé un objet, tu vas nous en parler tout à l'heure, qui utilise l'électroencéphalogramme pour être capable de mesurer l'activité cérébrale. C'est des exemples ou des objets intelligents dans le quotidien reliés à la santé où on injecte de l'intelligence dans des objets. Celui-ci, c'est un bouchon d'oreille. Comment est-ce qu'on peut rendre un bouchon d'oreille intelligent? Il y a une entreprise de Montréal qui a injecté des senseurs pour rendre cet objet-là intelligent, faire en sorte que non seulement il coupe le bruit, mais laisse passer la parole parce qu'il y a de l'intelligence pour détecter ça. Et ça, en termes de sécurité des travailleurs, c'est essentiel. Et pour mille et une autres applications, on regarde une vidéo là-dessus. Attention à vos oreilles, là, le volume est très fort. Alors voilà, donc ici nous sommes dans un laboratoire qu'on appelle ICAR, Infrastructure commune en acoustique pour la recherche, IRSST ETS. Je suis Jérémy Voix, je suis professeur-chercheur à l'ETS. On me fait souvent le commentaire, mais Jérémy Voix, et justement tu t'intéresses au traitement de la parole, etc. Et c'est quand même bien donné. Autour de moi, dans des collaborateurs proches, j'avais d'autres cas. Nicolas Trompette, à l'INRS, qui est acousticien. Odile Clavier, qui travaille dans une compagnie d'ingénierie au New Hampshire. Véronique Violon, qui travaille en France à EDF. On écrit des papiers ensemble. L'article va ressembler un petit peu à une pochette de disque puisqu'on dira voix, clavier, trompette, violon. Ça commence à ressembler à un band. Dans ma recherche, je m'intéresse beaucoup à l'oreille humaine. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est développer des technologies qui vont permettre de protéger l'oreille, donc notamment l'oreille des travailleurs, en bloquant le bruit qui est toxique. Il y a un piano qui va te tomber sur la tête. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un piano qui va te tomber sur la tête. Quoi? La deuxième chose qu'on va faire, on va s'intéresser beaucoup à la communication dans le bruit parce que c'est un gros souci. Les gens qui sont dans des environnements bruyants ont besoin souvent de communiquer et ne peuvent pas. Et nous, on a développé finalement une technologie très originale où on va prendre le son, non pas qui sort de la bouche, mais le son qui sort de l'oreille. Et c'est ce son-là qu'on va rehausser, donc débruiter, travailler pour qu'il sonne naturel et qu'on va pouvoir transmettre. Il y a un piano, c'est formidable, hein, on entend tout parfaitement. Oui, c'est très pratique ce truc. Ce truc peut même lire nos signes vitaux. Formidable. Et tu voulais pas me dire quelque chose? Ah oui, il y a un piano En réalité, on peut rajouter d'autres capteurs, des capteurs de température, c'est évident. La température et l'humidité de l'oreille sont des indices assez intéressants. On peut rajouter aussi les mouvements. Les applications sont extrêmement nombreuses, mais on pourrait imaginer un travailleur qui tombe, détecter ce qu'on appelle le man down, qui est une situation critique où on doit en dépêcher des secours, mais la personne ne peut plus communiquer. Et là, c'est un petit peu ambitieux et c'est un gros rêve, mais on rêve qu'un jour, les appareils qu'on a dans l'oreille, pensez aux prothèses auditives, vont finalement savoir ce qui vous intéresse d'écouter. Et donc, si on était capable de faire ce qu'on appelle de la séparation de sources, on aurait un gros avantage et on pourrait alimenter la machine. Ouais, vous direz que certaines personnes sont déjà équipées de ce détecteur de ce qu'ils veulent bien entendre. On va me dire que papa, des fois, il veut bien juste entendre ce qu'il veut avec maman. Là, oui, ça nous arrive. Cette intelligence-là, puis le fait d'être connecté dans la santé, ça crée des environnements intelligents. Puis où ça va nous amener dans le secteur de la santé, par exemple, c'est dans la capacité de développer des nouveaux traitements, de nouveaux médicaments, de faire des essais cliniques. Un essai clinique aujourd'hui, Catherine, ça prend en moyenne, tu vois, celui-là, le graphique, il monte là, tu sais. Bon, pour des maladies chroniques, c'est en moyenne 2338 patients à recruter dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les centres de recherche comme au CHUM, comme au McGill University Health Center. Dans les maladies intermédiaires, 878, 1300 patients pour
des maladies court terme, des maladies orphelines, 438 patients. C'est dur à recruter ça. Maintenant que tout le monde est connecté, comme on l'a vu avec les nouveaux objets, bien, Apple permet de faire des essais cliniques de masse dans la population avec des gens comme 10 000 gens. Parce que d'un coup, les gens peuvent dire, oui, moi, je vais être dans l'essai clinique, clique sur ta montre intelligente et là, paf, tes données santé sont utilisées à ce moment-là pour vérifier l'impact de ci, de ça et faire de la recherche. C'est vraiment fascinant. C'est très intéressant, ça. Mais dis-moi, comment toi, tu penses qu'il faut faire pour créer des bons environnements intelligents? Bien, c'est ça, on pense souvent, puis bon, là, on est deux ingénieurs. Maintenant que tu es ingénieur, ingénieur junior, que tu sais ce que c'est, on focalise beaucoup sur la technologie. Moi, chez Prom, j'ai focalisé aussi, on amène l'importance de la 5G, du processeur, on focalise sur l'intelligence, mais puis c'est le thème de la conférence aujourd'hui. Le plus important, c'est d'être connecté, d'être intelligent. Puis être connecté, ben moi, tu n'avais pas connu ça, toi, mais tu en as peut-être vu traîner dans la cave des téléphones comme ça. C'est avant d'avoir des téléphones intelligents, on avait le 3G, c'était une révolution. Même l'essor, l'explosion du téléphone cellulaire, c'était une explosion. Ça s'appelait des PCS, Personal Communication Systems à l'époque. Bon, ça a changé. Il y a eu l'évolution vers des assistants numériques, mais ça n'a pas duré. Ça n'a vraiment pas bien été. On a eu une couple de nerds d'entre nous ont eu ça. Là, puis le Palm, ça a été super, mais ça a duré juste quelques années parce que ce qui a vraiment pris la place, c'est le BlackBerry, qui est un assistant intelligent, mais connecté. Et puis, c'est ça qui est la morale. La connexion, c'est la chose la plus importante. J'irais plus loin, là, la communication, c'est la chose la plus importante. Le fait de pouvoir se parler, les humains entre eux, c'est ça qui génère l'explosion en besoin de disques durs, l'explosion en bande passante. C'est que la communication, et en anglais, on dit c'est le killer app. La communication, c'est la clé. Apple, bon, ils ont essayé souvent, c'est drôle, hein, ce téléphone-là, le prototype d'Apple à l'époque, avant l'iPhone, mais c'était innovant à l'époque, il y a 30 ans, 40 ans, quand ils ont lancé ça, ça n'a pas marché. Mais quand ils ont lancé le téléphone intelligent, la révolution, ça a été la communication, ça a été l'innovation sociale que ça a créé, ça a été l'adoption, puis toutes les mille et une façons de développer l'usage de l'objet, comment il s'insère dans la vie des gens. Et puis, ça l'a changé complètement l'univers. Ça l'a changé complètement, mais pas d'un point de vue technologique, d'un point de vue social. Je montre une photo ici de l'ancien temps, en 1972. Bon, c'est pas si ancien que ça pour beaucoup d'entre nous, là, mais tu n'étais pas né, évidemment. Mais tu sais, déjà, juste quelques heures. Regarde bien la scène du monde, puis je vais te montrer une photo plus tard, en 2019. Tu fais juste voir c'est quoi la différence entre 72 et 2019. Hein, les gens sont connectés. Les gens sont connectés, mais c'est une révolution sociale et la technologie doit aussi être combinée avec l'innovation sociale pour être capable d'avoir un impact. Et donc, comme ingénieur, il faut penser à ça. Il ne faut pas juste penser à la technologie. Puis l'aspect d'être intelligent, tu sais, on parle beaucoup smart cities, villes intelligentes. Tu sais, c'est super high-tech. C'est dans les films de science-fiction, c'est des gizmos, machins, des lampadaires intelligents, des places de stationnement intelligents, tout ça. Mais dans mes voyages, moi, j'ai découvert peut-être la ville intelligente qui avait une stratégie de smart city, là, la plus intéressante. Puis je donne la réponse, si j'aurais voulu poser la question. Devinez c'est où? C'est Besançon. Besançon, une vieille ville de l'Est de la France, là. Puis eux, leur façon, ils ont un département de ville intelligente dans la ville, mais ils sont immensément plus sophistiqués que ce qu'on fait ici parce qu'ils pensent à la... Tu vois, puis juste pour te parler de c'est quoi Besançon, ça, c'est une photo de Besançon il y a 120 ans. C'était... Regarde qu'est-ce qu'ils font, là, tu vois, c'est comme un atelier de microélectronique, mais ce n'est pas de la microélectronique.
c'est de la micromécanique, parce que ces gens-là, c'était la capitale internationale de la fabrication des montres, des micromécanismes. C'est là qu'ils étaient les plus forts. Ils ont tout perdu parce que la Suisse est devenue très forte, ça a migré. Ils sont à quelques kilomètres de la Suisse. Le marché a migré vers la Suisse, ensuite le Japon, puis ensuite le numérique. Là, ça a tout détruit. Mais ils se sont réinventés, puis ce savoir-faire-là en microtechnique, en micromécanique, ils l'ont gardé, puis ils l'ont adapté et utilisé pour d'autres secteurs. Le secteur de la bionique, de l'aéronautique, des medical devices, des dispositifs médicaux, justement, où là, ce savoir-faire-là est pertinent. Puis, ils ont créé des centres là, que j'ai eu la chance de visiter. Puis un jour j'espère pouvoir t'y amener, le centre des microtechniques. Donc, quand on revient à la question de la ville intelligente, on dit, c'est-tu comme juste de brancher grand-papa et grand-maman avec une montre pour savoir s'ils sont perdus? Ben non. C'est eux, dans leur conception d'une ville intelligente, c'est une ville où les gens vivent bien ensemble, où les gens sont mieux connectés entre eux, ont une vie sociale plus élaborée, savent qu'est-ce qui se passe, développent des liens, prennent soin les uns des autres. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est la pétanque. Nous autres, on joue à ça. Bon, c'est pas très populaire au Québec, là, mais là-bas, c'est très populaire, puis ça crée des liens. C'est là aussi que Hacking Health, l'organisation que j'ai créée, a pris racine. Et puis, les gens développent des microtechniques, des systèmes électroniques, mais en collaboration. Alors là, tu as un médecin avec une travailleuse sociale, un développeur électronique, un ingénieur, qui ont développé une solution nouvelle. Puis, ils font ça à chaque année, mais ils ont compris que de le faire ensemble avec un but, c'est important. Puis, le but, la notion de bienveillance, je pense que ça s'insère aussi. Les milieux de vie intelligents, les environnements intelligents, ce n'est pas juste à partir des senseurs et des capteurs sur soi, c'est parce que les senseurs et les capteurs deviennent universellement répandus dans nos milieux de vie, dans nos maisons et partout. Ça devient omniprésent. Puis pour une population vieillissante, tu sais, le maudit routeur Wi-Fi, là, quand vient le temps de s'y connecter nos objets intelligents, ça ne marche pas. Puis quand tu as une personne âgée, ça marche encore moins. C'est systématique. Donc, la capacité, c'est le cauchemar de déployer des environnements intelligents. C'est des infrastructures réseau qui ne sont pas appropriées pour ça, qui ne sont pas faites pour ça, qui sont difficiles à gérer. Puis, il y a des produits comme la compagnie Eugéria où tu as travaillé, tu as donné ce cadre-là à grand-maman. C'était fascinant parce qu'il y a une puce 3G dedans. Et puis ça, la grand-maman, quand elle n'a jamais eu à trouver comment connecter ça au Wi-Fi, elle met à on a tout configuré d'avance, ça marche. Les environnements, les réseaux 5G pour des objets connectés, c'est ça qui fait la différence, la connexion permanente et entre autres qui vient des réseaux 5G qui va être omniprésent ou les réseaux LoRaD qui vont permettre d'avoir des environnements d'objets intelligents, créer des concepts de maisons bienveillantes qui prennent pas juste la température, mais qui s'assurent de la santé et de la sécurité des gens à l'intérieur. Puis je vais vous présenter un petit peu une vidéo que j'ai produite. C'est toutes des vidéos que j'ai produites en passant que je vous présente là, qui parlent de cette révolution-là, des réseaux.
Ben alors, tu vois, ça fait le tour de ce que je voulais te raconter, Catherine, mais maintenant, c'est à ton tour. J'ai eu l'audace de t'inviter ici à être conférencière avec moi parce que je trouvais que peut-être que tu aurais des choses à raconter. Ben, puis avant, parce que tu es en Norvège, parce que tu étudies les systèmes, les environnements intelligents, tu étudies pour en créer des objets connectés, des embedded systems, des systèmes embarqués. Mais avant que tu me parles de ça, je voudrais juste que tu me parles un petit peu de toi. Je te passe la main, ma chère Catherine. Super, merci beaucoup. On va partager l'écran. Excellent. Donc, mon parcours en électronique a commencé à un très jeune âge. J'ai toujours été une personne curieuse et intriguée par le fonctionnement de tout ce qui m'entoure, mais pour moi, les expositions ont été l'élément déclencheur dans mon parcours. Au total, j'ai participé à 12 compétitions sur 4 ans. À chaque année, j'ai présenté un projet différent. Mon premier projet a été un détecteur de chute pour alerter un proche lorsqu'une personne âgée chute à la maison. Ce projet m'est venu à l'idée suite au décès de ma grande-tante qui est tombée pendant qu'elle était seule à la maison. Après cet incident, j'ai décidé que je devais faire quelque chose. Je devais trouver une solution. J'ai donc appris à programmer un microcontrôleur et j'ai créé un détecteur de chute sans fil qui envoie un courriel ou un message texte à la personne ressource décédée. Par la suite, mon prochain projet, j'ai créé un système de détection de la fibrillation auriculaire, ce qui est l'arythmie cardiaque la plus répandue au pays, mais qui est surprenamment difficile à diagnostiquer. Et finalement, mon dernier projet était une casquette qui analyse en temps réel les ondes du cerveau d'un conducteur afin de déterminer s'il est en train de s'endormir en conduisant. Après tout, le sommeil au volant est la 4e cause de décès sur les routes au Québec. J'ai toujours su que je voulais faire carrière en génie. Et après mes projets d'exposition, j'ai décidé que c'était le génie informatique qui serait le mieux pour moi pour jumeler ma passion de l'électronique et celle de la programmation. C'est donc à McGill que j'ai passé mes 4 dernières années où j'ai obtenu mon diplôme, mon baccalauréat en génie informatique au printemps dernier. Tout au long de mon parcours universitaire, j'ai continué à développer des projets en système embarqué. J'ai créé un système qui rappelle aux personnes âgées atteintes de démence de manger, des bancs d'essai pour des contrôles de système de lumière. Et au début de la pandémie, j'ai participé à la conception d'un ventilateur à faible coût pour les pays qui n'en avaient pas assez. En 2018, à l'aide de Prompt, j'ai fondé le camp découverte techno. C'est un camp où des jeunes de 10 à 16 ans peuvent apprendre les bases de l'électronique et de la programmation par le biais d'un projet. En visitant les compagnies de la région, les jeunes découvrent également les divers métiers et les différentes sphères qui entourent le domaine de la technologie. Le but de ce projet étant de faire naître la passion de l'électronique chez nos jeunes. De nos jours, ils sont entourés de technologies, mais la majorité d'entre eux ne savent pas comment ça fonctionne. Bien, justement, Catherine, écoute, moi, j'avais la chance de t'avoir vu faire tous ces projets-là au fur et à mesure, mais les gens ne l'avaient pas vu. Puis là, maintenant, tu es parti faire une maîtrise dans le domaine des objets, des environnements intelligents, des systèmes embarqués en Europe. Veux-tu juste nous parler un petit peu de ça avant justement de parler des systèmes embarqués? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là? Où es-tu? Oui, donc je vais vous parler un peu plus tard de l'importance et l'abondance des systèmes embarqués, mais c'est vraiment ce qui m'a poussé à aller faire une maîtrise en Europe. La maîtrise que je fais s'appelle le European Masters in Embedded Computing Systems. Donc, c'est une maîtrise qui est offerte dans 4 universités européennes. Les étudiants doivent choisir 2 des 4 universités. Là, ils compléteront respectivement une année de leur maîtrise. Chaque université est spécialisée dans un des sous-domaines des systèmes embarqués. Cela permet aux étudiants d'acquérir une spécialisation qui permet d'acquérir une expertise spécialisée dans un des sous-domaines, mais quand même ayant une compréhension du système global. Donc, jumeler les différentes universités de différents pays permet aussi de combler les différences culturelles des pays et d'approfondir l'ouverture d'esprit des étudiants. Ces qualités sont très importantes pour éviter les biais culturels de nos jours. Donc, moi, j'ai choisi le NTNU, donc l'Université des sciences et technologies de la Norvège, d'où je vous parle aujourd'hui, ainsi que le TU Kaiserslautern, donc l'Université technologique de Kaiserslautern en Allemagne, où je serai l'année prochaine.
Donc, lors des 2 prochaines années, je vais développer mes connaissances en système embarqué et leur application. Je vais voir l'architecture des ordinateurs et microprocesseurs, les composantes électroniques et logicielles, ainsi que la microélectronique et la conception de systèmes sur puce. La maîtrise comporte 4 spécialisations, soit les systèmes embarqués, la communication et le traitement de signaux, l'automatisation et le contrôle, ou la microélectronique. Ces spécialisations dictent quels cours nous pouvons choisir afin d'avoir l'éducation la plus précise possible dans le domaine de notre choix. À la dernière session, il y a un projet final ainsi qu'une thèse de maîtrise afin d'appliquer nos connaissances. Justement, écoute, là, tu parles de thèse puis de projet. Moi, je voulais t'entendre puis t'avoir avec nous pour apprendre. Et puis, je pense qu'on a une couple d'années devant nous d'apprentissage à faire ensemble là-dessus. Sur qu'est-ce que tu vois de différent là-bas, en Norvège et dans les pays que tu as mentionnés par rapport à ici, puis qui nous donnerait des bonnes idées pour faire les choses mieux ici? Oui. Mais avant de parler de ça, je vais juste faire un petit résumé rapide de c'est quoi au juste le système embarqué, comment ça marche et pourquoi c'est important. Excuse-moi, j'avais posé ma question trop vite, là. Donc, tous mes projets dans le passé que j'ai parlé plus tôt tombaient dans le domaine des systèmes embarqués. Mais c'est quoi au juste ça, un système embarqué? Oui, c'est ça. Attends, qu'est-ce que c'est ça, un système embarqué? C'est ça. Je m'excuse, on n'a pas pratiqué comme il faut. On ne se voit pas souvent. Alors, ben oui, là, c'est important. C'est quoi un système électronique embarqué? Oui, donc c'est un système électronique et informatique dédié à une tâche précise. Donc, suite à sa conception, un système embarqué n'est pas ou peu programmable par l'utilisateur. Il fait souvent partie d'un plus gros produit. Donc, puisqu'un système embarqué ne sert pas à accomplir une seule tâche, il doit être stable, fiable et efficace. Il doit avoir une basse consommation énergétique et un faible coût. De plus, certains systèmes embarqués peuvent nécessiter des contraintes de temps spécifiques. Par exemple, si on conduit si on est dans une auto qui se conduit tout seul, on ne veut pas que l'auto réagisse au piéton après l'avoir frappé. On veut qu'il réagisse à l'événement immédiatement. Donc, il y a certains systèmes embarqués qui ont besoin de cette contrainte de temps spécifique. Donc, de grippes intelligents au Mars Rover, en passant par les lignes de fabrication automobile, il y a plein d'exemples de systèmes embarqués, autant dans notre vie quotidienne qu'en industrie. Donc, j'ai quelques photos ici d'exemples de différents systèmes embarqués, mais il y en a des milliers. Donc, si on veut regarder un peu l'importance des systèmes embarqués, on voit ici que la composante principale d'un système embarqué, c'est un microcontrôleur ou un microprocesseur. Donc, si on analyse la vente des microprocesseurs par année, on peut voir que seulement une petite fraction des milliards vendus sert à ce qu'on appelle le General Purpose Computing, donc les serveurs, ordinateurs portables, appareils mobiles. Le domaine dans lequel les microprocesseurs sont les plus vendus, c'est celui des systèmes embarqués. Donc, des exemples que je vous ai montrés avant. Et avec l'explosion des dispositifs connectés, comme mon père vous a parlé plus tôt, on voit que la présence des systèmes embarqués va augmenter. Donc, ils sont très utiles aujourd'hui, mais est-ce qu'ils vont continuer à l'être dans l'avenir? Donc, cette image ici, elle représente 12 technologies qui vont perturber l'économie dans le futur pas si lointain. On voit que les systèmes embarqués sont des composantes essentielles dans 7 des 12 technologies, soit l'Internet mobile, l'Internet des objets, la robotique avancée, les véhicules autonomes, les systèmes de stockage d'énergie, l'impression 3D et les énergies renouvelables. Donc, le futur des systèmes embarqués, il n'est vraiment pas mis en question. En effet. Puis, tu vois, dans les systèmes de stockage d'énergie, là, on le voit, l'importance dans la mobilité durable, là, c'est essentiel. Oui. Donc, maintenant, pour revenir à ta question. Oui, ma fameuse question. Qu'est-ce qu'on apprend qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de la Norvège, des pays scandinaves, de l'Allemagne, particulièrement la Norvège, du programme où tu es là, en ingénierie des systèmes embarqués pour faire mieux, même chez nous? Oui, donc bien que ça fait seulement 5 mois que j'ai quitté le Québec, j'ai remarqué 4 principales différences entre les études supérieures en Europe et en Norvège versus celles au Québec et au Canada. Premièrement, ce qui m'a amené à poursuivre des études en Europe et non au Québec était surtout que les maîtrises offertes en Europe sont très spécifiques.
La maîtrise que je fais présentement se nomme la maîtrise en système embarqué. Et en plus de ça, dans cette maîtrise, je dois choisir une autre spécialisation du sous-domaine des systèmes embarqués. Au Canada, les seules options que je trouvais, c'était une maîtrise en génie informatique ou en génie électrique. Donc, c'est des programmes qui sont assez généraux. Puis après ça, je pouvais choisir mes cours, mais les cours touchaient sur tout le domaine du génie électrique ou du génie informatique. C'était à moi de trouver quel cours spécifique que je voulais savoir et il n'y en avait souvent pas assez dans chaque université pour être capable de créer vraiment une maîtrise en système embarqué comme je voulais. Sincèrement, désolée de vous interrompre. Juste vous aviser qu'il reste environ 2 minutes. Parfait. Deuxièmement, ici en Norvège, pour devenir des ingénieurs, les étudiants doivent faire des maîtrises intégrées ou des Integrated Masters, qu'ils appellent. Donc, c'est des programmes de 5 ans qui font directement après leurs 13 années de scolarité, comme au Québec, mais ils graduent directement avec une maîtrise et non pas de baccalauréat du tout. Donc, ça permet aux étudiants d'avoir une formation très spécifique et être des experts dans un domaine dès la sortie de leurs études. Troisièmement, dans les programmes de maîtrise intégrés, il y a des cours d'innovation obligatoires où les étudiants apprennent comment transformer leurs idées en produits commercialisables et ils sont jumelés avec des entreprises pour travailler sur un projet concret en industrie. Obligatoire pour tout le monde. Oui, obligatoire pour tout le monde dans les programmes de maîtrise intégrée, donc les programmes de 5 ans. Finalement, je crois que ça pourrait être bénéfique pour le Québec de créer des programmes de maîtrise ou même de baccalauréat en partenariat avec plusieurs universités à travers le pays ou la province. Donc, ça permettrait aux étudiants d'approfondir leurs connaissances en visitant différentes universités experts dans différents domaines connexes. Comme moi, je fais maintenant en Europe, une année en Norvège, une année en Allemagne, je deviens experte et je suis des cours d'experts en microélectronique ici en Norvège. Et ensuite, je m'en vais en Allemagne pour suivre des cours d'experts en système embarqué. Comme ça, j'ai vraiment l'éducation du plus haut niveau dans le domaine qui m'intéresse. Donc, je vous remercie de m'avoir donné la chance de vous partager mon expérience et j'espère que je pourrai travailler avec vous dans le futur pour rendre le Québec une puissance mondiale en électronique. Alors voilà, Catherine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à tout le monde. Et on vous souhaite une bonne conférence sur l'innovation du CIMEC, cette 3e conférence qui est très importante. Donc, on est en attente de M. Chabot là, qui avait un petit quelque chose à nous dire. Ça ne sera pas très long. Et voilà, M. Chabot est là. Bonjour, Michel. Bonjour, Luc. Bonjour, Catherine. Merci pour cette présentation très inspirante, très généreuse de votre part de partager. Peut-être une petite question pour chacun d'entre vous. Catherine, qu'est-ce que tu pourrais dire pour les femmes à s'inscrire en ingénierie dans une difficulté de relève, bien sûr, dans ce domaine-là, spécifiquement depuis plusieurs années, puis définitivement de femmes, donc des femmes. Et à Luc, comment dynamiser davantage la formation des jeunes à l'innovation particulièrement? Donc, je vais commencer avec votre question sur comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir plus de femmes en génie. Donc, moi, de mon expérience, je crois que si on commence à enseigner l'électronique, la programmation et les domaines de génie à un jeune âge, les filles vont réaliser que ce n'est pas un domaine de gars. Ça ne veut pas dire qu'on est une fille, on est une femme, qu'on n'est pas capable de faire ça. Donc, moi, c'est sûr que je l'ai su... mes parents m'ont amené à des expos-sciences dès que je pouvais marcher et des musées de sciences. Je pense que j'en ai visité partout à travers le monde. Et c'est vraiment ça qui m'a fait réaliser que c'est vraiment cool de faire des projets comme ça. J'ai ensuite fait des expos-sciences et j'ai pu le voir par moi-même. J'ai travaillé sur un projet, puis j'ai réussi, puis j'ai appris à travers tout ça. Donc, j'ai vu dès un jeune âge que il y a beaucoup de gars dans le domaine, mais ça ne veut pas dire que c'est un domaine qui est réservé aux garçons. Je pense que c'est juste un manque d'expérience. Et si on commence jeune à leur montrer ces connaissances-là, ça va les aider à réaliser qu'ils sont capables de faire ça. Puis aussi,
il ne faut pas avoir peur. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans le domaine. Même tous les jours dans mes cours ici en Norvège, je regarde et on est une très petite minorité de femmes dans mes classes. Mais il ne faut pas se laisser intimider par ça. On a notre place et on le mérite. Puis, il faut juste foncer. Puis, plus il y a de femmes qui vont rentrer, plus il y en a qui vont vouloir suivre nos pas. Bravo et merci. Bien, je pense que ça met la table pour la suite de la question. Justement, c'est l'expérience. Ça doit faire partie des façons de faire au Québec, dans notre éducation, de baigner dans des environnements de création de technologie. On est une société très tournée vers la culture et c'est fantastique. Et la culture de créer à partir d'objets électroniques, d'intégrer l'électronique dans l'art, de pouvoir s'amuser à programmer des robots, des objets conversationnels, que ça fasse partie du quotidien de notre jeunesse, plutôt que ça soit une exception. Tu sais, certains privilégiés chez nous, c'est sûr. Tu sais, nos enfants, Catherine l'a dit, on les a emmenés au Centre des sciences, on les a inscrits aux activités de sciences. Mais c'était toujours, ces enfants-là, c'est une exception. C'est une activité qui est peut-être disponible quand elle l'est, et ce n'est pas toujours le cas. C'est du parascolaire à certains milieux favorisés. C'est pas cool, ça. Tu sais, dans les expos sciences, moi, je voyais des fois des professeurs venir avec des étudiants, puis eux découvraient que, oh mon Dieu, tu sais, leurs étudiants auraient peut-être pu participer à des activités comme ça, ils ne savaient même pas. Donc, il faut que ça soit offert à tout le monde partout. Puis deux, ben, je pense que, je vais faire 1,5. 1,5, c'est que les entreprises, les centres comme le CIMEC, toutes les entreprises, tous les centres comme le CIMEC, devraient tous avoir un petit quelque chose pour accueillir les jeunes, donner la piqûre aux jeunes. Pas besoin d'être grand-chose, mais il faut que ça fasse partie de notre mission, un petit extra pour l'été, accueillir des groupes et tout ça, ou leur donner la chance d'essayer quelque chose. Puis là, ça, c'est le 1,5. Le 2, je pense que là, va falloir... moi, je pense qu'il faut arriver à réfléchir à comment refaire notre système d'éducation pour intégrer peut-être plus de sciences, technologies et mathématiques de façon créative dans le curriculum. Bien d'accord avec toi. Encore une fois, merci beaucoup à vous deux. C'est très généreux. Merci, Michel. Merci à tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci à vous tous. Donc, bonjour tout le monde. Je me permets une petite intrusion. Mon nom est Cassandra de chez Lexi. C'est nous qui gérons la technologie aujourd'hui. Donc, je vais vous faire un partage d'écran pour vous indiquer comment on fait pour, en fait, là, pouvoir aller d'une page à une autre. Donc, on est présentement dans le live. Donc, vous avez juste en haut le accueil. Donc, on peut cliquer sur accueil et on va pouvoir aller rejoindre la salle de la conférence que vous souhaitez aller. Donc, vous allez faire rejoindre sur le bloc 1 et vous allez avoir là, la présentation qui va débuter. Dès que celle-ci est terminée, on va pouvoir débuter les prochaines présentations. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée.